Bonjour et bienvenue sur le podcast Mantrailing Addict. Un podcast pensé pour toi, que tu sois tombé dans la marmite mantrailing depuis longtemps ou simplement curieux d'en apprendre plus sur cette activité. Mantrailing Addict, c'est le nom d'un podcast, mais c'est aussi celui d'une équipe de passionnés, portés par l'envie de partager le fruit de plusieurs années de pratique, de doutes, de remise en question et de formation pour répondre aux questions que tu te poses sur le mantrailing. Moi, c'est Elsa. Et chaque mois, j'aurai le plaisir d'échanger autour d'une thématique technique avec un ou une coach. Nous aurons aussi parfois la chance d'entendre le témoignage d'un binôme chien-humain qui a vu son regard, sa relation et parfois même son quotidien changer. Pour ce 5e épisode, j'ai la chance d'accueillir Mélanie, future ostéopathe animalière et coach Mantrailing Addict. Elle viendra nous faire profiter de ses connaissances sur le système olfactif du chien, ses capacités extraordinaires et son organisation. Bonne écoute! Bonjour Mélanie, comment vas-tu? Salut Elsa, ça va bien et toi? Ça va super bien, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast. Alors, toi tu habites en Île-de-France avec tes 2 chiens, donc Orson, c'est comme ça que ça se prononce, c'est ça? C'est Orson oui, et Yumi. Orson et Yumi, ouais. T'es dans quel endroit exactement en Île-de-France? Alors moi je suis dans le 95, le Val d'Oise. D'accord, y a une ville un peu proche de chez toi pour que les gens se repèrent? Ouais, Cergy-Pontoise. D'accord. En général, okay. Les gens situent plutôt pas mal. Donc toi, tu pratiques le mantrailing depuis un petit moment maintenant, et quand tu as commencé, tu avais juste Orson, qui est ton chihuahua, donc la fameuse mascotte de la session de mantrailing. Quelles étaient tes attentes à l'époque vis-à-vis de cette activité quand tu as commencé? En fait, avec Orson, je voulais tout simplement avoir une dépense mentale pour lui, qui puisse... pour moi, en fait, Orson, c'est un vrai chien. C'est pas parce que c'est un chihuahua que il doit pas avoir de dépenses comme les autres chiens, tout simplement. Donc du coup, je voulais avant tout le dépenser mentalement et avoir une activité avec lui pour partager quelque chose. C'est trop chouette, parce que c'est vrai que souvent les gens qui ont des chihuahuas pensent pas à faire vraiment des activités avec eux, et pour le coup le mantrailing c'est vraiment aussi adapté à lui. Et est-ce que t'as réussi à trouver le matériel adapté avec un aussi petit chien? Alors malheureusement aujourd'hui non, j'ai toujours pas trouvé. Il travaille avec son harnais de balade. Donc il faudrait que je trouve, mais en fait c'est assez difficile parce que je dois faire du sur-mesure. Tous les modèles que j'ai essayés, ça correspond pas à sa morphologie. C'est souvent trop grand. Ouais, après j'imagine qu'il se fait aussi moins mal en traction parce qu'il a moins de force, mais j'ai pensé au poids de la longe par exemple, ça doit pas être évident de trouver une longe pas trop lourde quoi pour lui. Exactement, du coup il travaille avec une longe la plus fine possible, c'est du 8 mm. Donc mais c'est vrai que je le sens en fait quand je suis en bout de longe, je sens que pour lui c'est un peu je sens la lourdeur de la longe quand même pour son petit dos. Ouais, c'est vrai. Mais pour ça heureusement le biotane n'est pas trop lourd, donc ça permet d'être un bon compromis. Donc t'as commencé le mantrailing avec Orson et puis depuis tu as accueilli la petite Yumi qui est une petite femelle dalmatien. Pourquoi t'as choisi cette race? J'ai choisi cette race parce que Orson, en fait, c'est un petit chien qui aime bien travailler, mais c'est pas sa passion non plus. Donc je sens qu'il le fait vraiment pour me faire plaisir. Donc du coup, je voulais un chien avec un peu plus de pugnacité, d'envie de travailler. Et du coup, je savais que le dalmatien était un chien qui aimait travailler et qui travaillait bien avec son nez. Donc c'est naturellement que je me suis orientée vers le dalmatien. Ok, et est-ce que quand t'as choisi Yumi, t'avais déjà pour projet de devenir coach mantrailing ou à l'époque c'était juste pour ta pratique perso? Non, alors en fait, j'ai commencé la formation en prenant Yumi. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais déjà l'idée de prendre Yumi quand j'ai commencé la formation. Et du coup, elle est arrivée un tout petit peu après le début et du coup, j'ai pu continuer à progresser avec elle. Ok, donc elle a commencé super tôt. Tu l'as mis au mantrailing à quel âge? Dès qu'elle est arrivée. Je crois que quelques semaines après, elle était déjà à son premier entraînement. Trop bien, trop mignonne. Ouais, je me rappelle que je l'avais vue, elle devait pas être très très vieille. Ce qui fait que tu conduis 2 chiens qui sont totalement différents. Qu'est-ce que ça change pour toi? Dans la lecture déjà, parce qu'ils ont pas du tout les mêmes façons de pister. Et ce qui est le plus difficile pour moi, je l'ai encore expérimenté ce week-end en entraînement, c'est la gestion de la longe. En fait, Yumi
passer après Yumi, c'est très difficile parce que elle tracte, elle tire fort dans son harnais, donc t'es vraiment en tension dans ta longe, alors que Orson, il tracte, mais c'est proportionnel à sa taille. Donc du coup, si je mets un peu trop de tension dans la longe, lui, ça peut le freiner tout de suite. Alors que Yumi, je n'ai pas ce frein-là. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment être très doux dans ses doigts avec Orson pour pas le freiner, pour pas le gêner. Et puis j'imagine que du coup, t'as pas forcément les mêmes attentes sur tes pistes avec tes deux chiens. C'est ça exactement. En fait, Orson, maintenant, c'est vraiment pour se faire plaisir, pour lui faire plaisir et s'amuser ensemble, quoi. Donc c'est clair qu'on choisit un peu plus les pistes avec lesquelles on travaille avec lui. Et Yumi, elle, c'est vraiment pour progresser, pour s'amuser aussi, mais pour aller un peu plus loin dans la pratique sur des choses un peu plus complexes. Ok. Bah, en tout cas, c'est chouette que tu puisses continuer à travailler aussi avec Orson. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter sur toi ou sur tes chiens? Bah non, pas particulièrement. Alors, à côté de ta formation coach Mantrailing, tu te formes pour devenir ostéopathe animalier. Et donc ton cursus te permet d'avoir des connaissances sur l'anatomie canine. Et ça tombe bien parce que si t'es là aujourd'hui, c'est pour nous parler du nez du chien. Donc les chiens sont connus pour avoir des capacités olfactives exceptionnelles. On les utilise notamment pour la détection de différentes substances ou encore pour détecter des maladies et dans notre cas pour suivre des pistes humaines. Et on lit toujours plein de chiffres assez impressionnants sur les chiens. J'avais lu récemment qu'un chien pouvait détecter 1 gramme de sel dans 1000 litres d'eau. Enfin, ça me paraît complètement fou. Est-ce que t'as d'autres chiffres comme ça en tête à nous donner? Ouais, par exemple, j'avais lu aussi il y a pas longtemps que, par exemple, dans 1000 mètres cubes d'eau, le chien pouvait sentir 1 gramme de sang. En fait, c'est vraiment, ils ont vraiment une capacité olfactive incroyable. Ouais, ils ont une grande sensibilité sur des toutes petites quantités. Et moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est vraiment leur faculté à détecter des maladies et surtout leur fiabilité, parce que finalement, ils arrivent à des taux de réussite qui concurrencent toutes nos technologies, qui sont parfois même meilleures. Ouais, carrément. Par exemple, ils pouvaient détecter en amont les crises d'épilepsie ou encore de diabète. Donc c'est vrai que c'est vraiment une aide au quotidien qui est vraiment inestimable, je trouve. Non seulement ils sont capables de détecter des odeurs vraiment à des concentrations infimes, mais en plus ils sont capables de les mémoriser, de bien les mémoriser et de les mémoriser pendant longtemps. Ouais, les chiens ont vraiment une mémoire olfactive incroyable. Et en fait, si tu veux, il se fait comme une carte de toutes les odeurs qu'il a connues et qu'il a emmagasinées. Et par exemple, tu vois, un chien peut se souvenir d'une odeur jusqu'à 3 ans après. Selon si ça a une valeur positive ou négative, le chien s'en souviendra plus ou moins bien. Ouais. L'odorat, il est vraiment central dans le fonctionnement du cerveau du chien. Je pense que c'est important d'en profiter pour rappeler aux gens que c'est juste indispensable de laisser nos chiens renifler en balade parce que tout leur cerveau est tourné autour de ça finalement. Ouais, je suis totalement d'accord. Surtout quand tu sais que c'est le premier sens que les chiots développent en fait quand ils naissent. Quand ils sont encore dans le ventre de la mère, ils sentent déjà des odeurs ou ça arrive au moment de la naissance? Ouais, in utero, ils ont déjà cette capacité olfactive en fait qui leur permet par exemple juste à la naissance de reconnaître leur mère en fait. Et d'ailleurs, c'est pareil chez les humains. J'imagine que s'il est développé très tôt, c'est que ça a une utilité. Ouais, tu vois, c'est pour se diriger vers les mamelles en fait. Donc tout simplement pour survivre, il faut qu'ils mangent. Par exemple, tu vois, un chien qui est privé d'olfaction, il risque de pas s'alimenter car tout simplement, il réussira pas à trouver les mamelles, quoi. Et du coup, chez les vieux chiens, pour te donner une idée, l'odorat, c'est l'un des derniers sens, en fait, qui décline. Donc le chien va avoir plus tendance à perdre l'ouïe, à perdre la vue, plutôt que l'odorat. Et du coup, ce qu'on observe de façon générale, c'est quand le chien commence à perdre son odorat, il va, en général, y avoir une perte de l'état général du chien. Parce que du coup, il va avoir du mal à reconnaître ce qu'il mange, et du coup, un chien qui s'alimente pas, c'est un chien qui a tendance, malheureusement, à décliner du point de vue de sa santé. Il faut savoir que l'olfaction, c'est un rôle hyper important dans les relations intraspécifiques canines, notamment via les phéromones, c'est-à-dire les substances que les chiens émettent et qu'ils peuvent percevoir. Et du coup, ça leur permet d'avoir plein d'informations, comme le sexe, l'âge, la disponibilité sexuelle, et l'émotion dans laquelle ils se trouvent tout simplement à ce moment-là. Donc c'est vital en fait pour eux, ces informations-là. En fait, les phéromones, c'est des substances chimiques qui sont sécrétées par les chiens et qui sont perceptibles par les autres chiens.
en partie grâce à l'organe voméronasal, qu'on appelle aussi l'organe de Jacobson. Donc, en fait, si tu veux, il est situé au-dessus du voile du palais, donc dans le palais, et ça permet au chien d'avoir différentes informations sur les autres. Du coup, la sécrétion elle peut être soit active, soit passive. Donc active par le marquage urinaire, le marquage fécal, lorsque les chiens grattent au sol, ou encore lorsqu'ils vident leurs glandes anales lors de stress. Ou alors passive. Donc ton chien en fait, il a des petites glandes au niveau des pattes. Du coup, il va laisser des odeurs via ce phénomène-là. Ou encore lors de contacts prolongés, par exemple, quand le chien est dans son panier, il va laisser des odeurs par contact. Et ça peut être des odeurs de phéromones. Oui, il me semble aussi que ça avait un impact sur les chaleurs des chiennes, non? Oui, dans les élevages, quand ils ont plusieurs chiennes, ça permet de synchroniser les chaleurs et d'avoir les chiots au même moment. Alors nous aussi on produit des phéromones. Nos phéromones sont pas à destination des chiens, mais par contre les chiens sont capables de les percevoir quand même. Exactement. Et est-ce qu'ils sont aussi capables de s'en servir, de les analyser, de les comprendre, ou juste ils les perçoivent comme des odeurs? Ah non, ils les comprennent carrément. Mais c'est bien connu que quand on est un peu stressé, que ce soit les chiens ou même d'autres animaux, ils arrivent à percevoir nos phéromones et à percevoir comment on se sent, si on est stressé ou pas. On compare souvent l'odorat des chiens à notre vue. On avait un petit peu parlé d'odorat dans l'épisode 3, mais très vite, on avait parlé notamment du nombre de cellules olfactives des chiens qui pouvaient aller jusqu'à 40 fois plus que nous. Pour commencer, il faut savoir que le chien, il a 150 à 300 millions de cellules olfactives, alors que l'humain, en comparaison, il en a que 5 millions. Donc tu vois, pour te dire le nombre énorme de cellules olfactives que le chien possède. Et encore, ça varie en fonction des races. Et en plus, il me semble que c'est pas un récepteur égale une molécule, mais plusieurs récepteurs peuvent capter la même molécule, et plusieurs molécules peuvent être captées par le même récepteur, et donc en fait ça fait des millions, des milliards d'odeurs différentes qui peuvent être analysées au final. Exactement. Est-ce que c'est uniquement le nombre de cellules olfactives qui va déterminer si l'odorat d'un chien est bon ou pas? C'est pas parce que t'as beaucoup de cellules que tu vas pouvoir avoir les capacités cognitives de les analyser, de pouvoir t'en servir. Et du coup, c'est pas seulement le nombre de cellules olfactives qui va faire que t'es performant, parce que tout ton système olfactif est hyper complexe. Il se compose de différentes parties, comme la truffe, les cavités nasales, les cornets nasaux, ou encore les voies neuronales, et tout ça, c'est hyper complexe à expliquer. Et du coup, c'est en partie aussi lié au type de face des chiens. Donc si tu veux, il en existe 3 grands types. T'as la forme brachycéphale, que tout le monde connaît avec le bulldog. Donc c'est-à-dire que c'est une face courte et large, un nez plat, et les cavités nasales sont réduites. Donc rappelle-toi, les cavités nasales, c'est là où on a les cellules olfactives. Si tes cavités nasales sont réduites, t'as moins d'espace pour les cellules olfactives. Et puis en plus, ce genre de face, ça pose des problèmes vétérinaires, parce que ces races de chiens ont tendance à faire des sténoses des narines, donc c'est-à-dire que les narines sont collées, et en fait ça laisse peu de place au passage de l'air, ou encore le vol du palais qui est trop long. Donc en fait ça va venir bloquer l'entrée d'air pour les poumons, et du coup des problèmes respiratoires. Du coup ce genre de chien, c'est pas les plus avantagés pour faire du main training, même si ça reste quand même une activité adaptée, et on peut adapter les pistes à ce type de chien aussi. Ouais, puis j'imagine que dès qu'il doit faire chaud, sec, ça doit être encore plus difficile pour eux. Exactement, ils ont du mal à reprendre leur souffle, ils ont du mal à inspirer beaucoup d'air, donc c'est vrai que c'est assez difficile pour eux quand il fait chaud. Ensuite, on a les faces dolichocéphales. Donc ça, c'est plus les chiens type lévrier ou doberman. Eux, ils ont une face étroite et allongée, et un nez long, et donc des cavités nasales plus étendues. Et enfin, on a la forme mésocéphale, donc ça c'est un peu le mix entre les deux, un chien équilibré, on va dire, dans les proportions. Comme par exemple le berger allemand ou le golden. Eux, ils ont une face moyenne, qui est aussi longue que large, avec un nez moyen, du coup une longueur de cavité nasale moyenne. Et en fait, ce serait ce type qui serait le plus apte au travail. Pourquoi? Ça c'est un peu contre-intuitif, parce qu'on pourrait se dire plus long, donc meilleur. Alors en fait, si tu veux, c'est lié à l'écartement des narines. Tout ce qui est lévrier et doberman, ils ont les narines un peu plus rapprochées, ce qui fait que c'est moins facile pour eux de différencier d'où viennent les effluves. Alors que si tes narines sont un peu plus écartées,
tu différencies plus si ça vient de la gauche ou de la droite, et du coup c'est pour ça que ce type de chien est plus performant. Ok, je comprends mieux. Ça va être bien qu'on détaille un petit peu tout ça. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on commence peut-être par le début, la truffe? Ouais, carrément. Bah, c'est par là que tout commence, donc c'est par là que l'air rentre dans les cavités nasales. Et comme tu sais, l'odeur, elle est véhiculée par l'air, et le nez du chien, c'est la porte d'entrée. Les molécules odorantes, elles vont rentrer lors de l'inspiration. Et tu vois, par exemple, au repos, le chien, il fait environ 15 respirations par minute, et ça va pouvoir monter jusqu'à 30 lors de la marche. Et lors du flairage, donc lorsque le chien est en activité d'olfaction, ça va pouvoir monter jusqu'à 140 à 200 respirations par minute. Donc c'est pour te dire le nombre de molécules qui rentrent dans le nez du chien à ce moment-là. Le chien, il peut inspirer jusqu'à 1 litre d'air dans les cavités nasales. Tu vois, j'ai beaucoup de mal à me représenter comment tu peux faire passer 1 litre d'air dans le nez. Bah, les narines, c'est vraiment quelque chose de super sophistiqué chez le chien, puisqu'elles lui permettent de renifler en continu. C'est-à-dire que le chien, il peut expirer et inspirer en même temps. Alors que chez nous, tu vois, on en est complètement incapable, puisque le flux d'air ne peut se faire que dans un seul sens. Et chez le chien, tu vois, t'as une valve, en fait, qui va permettre de diriger les flux d'air qui rentrent et qui sortent. En fait, si tu regardes bien au niveau du nez du chien, les petites fentes, en fait, elles ressemblent à des virgules. Et ça permet à l'air inspiré de rentrer par le haut des narines et à l'air expiré de sortir par le bas des narines. C'est ça qui fait que le chien, il peut expirer et inspirer en continu. Et par exemple, lorsque le chien, il renifle au sol, ce phénomène, ça va créer une sorte de tourbillon qui va permettre de soulever les poussières qui ont été déposées au sol et donc au chien de mieux capter les odeurs. Lors de l'inspiration, en fait, l'air, il va être divisé en deux. Donc tu vas avoir une partie qui va directement aller dans les poumons pour permettre au chien tout simplement de respirer et une autre qui va être traitée pour les informations olfactives au niveau des cornets nasaux. Alors, est-ce que tu peux détailler ce qu'est un cornet nasal? Alors, un cornet nasal, déjà, juste pour te situer, ça se situe juste derrière la truffe. Et en fait, c'est des sortes de lamelles osseuses qui sont très minces et enroulées sur elles-mêmes, et ça forme des sortes de rouleaux, comme des petits tunnels. Ces cavités nasales sont recouvertes d'une muqueuse olfactive. Et sur cette muqueuse olfactive, tu as des cellules qui permettent d'analyser en fait les odeurs. Donc ton odeur chimique, elle va être transformée en message nerveux qui va permettre à ton cerveau de pouvoir les analyser. Ok. Et du coup, tes cornets nasaux sont recouverts de muqueuses qui peuvent s'étendre de 70 à 200 cm² chez le chien, comparé à 10 cm² chez l'humain. Donc c'est pour te dire le nombre de cellules qui sont dédiées juste à l'analyse en fait des odeurs. Pour être plus précise, sur ta muqueuse olfactive, en fait, tu vas avoir une sorte de mucus qui est sécrété par les glandes. Et ce mucus, déjà, il a pour rôle d'éviter le dessèchement de la muqueuse et d'aider au transport des molécules odorantes. En fait, si tu veux, ça va être un peu comme une petite colle qui va attraper les molécules odorantes et qui va permettre de mieux transmettre l'information. Et là, du coup, je te schématise grossièrement la physiologie de l'olfaction. Mais on peut aussi ajouter que sur ces cellules olfactives, il y a des cils qui permettent d'augmenter la surface de contact. Donc en fait, si tu veux, c'est comme si, en plus de ta muqueuse, t'avais des petits cils qui augmentaient la surface de contact et du coup, ça te permet d'avoir encore plus d'échanges. Chez le chien, une cellule olfactive, elle possède jusqu'à 100 à 150 cils, alors que chez l'humain, il y en a que 6 à 8. Ouais, donc ça fait des replis sur des replis sur des replis sur des plus petits replis encore, donc au final, c'est juste énorme. Exactement, ça multiplie la surface d'échange. Une fois qu'on a ces informations olfactives qui sont réceptionnées par ces cellules olfactives, logiquement, elles doivent être traitées au niveau du cerveau, j'imagine. Exactement, par des chemins neuronaux assez complexes. Les informations olfactives, elles vont aller directement au cerveau. Alors que les informations qui sont visuelles ou auditives, elles passent par une plateforme intermédiaire avant d'aller au cortex. Et du coup, une fois que ta muqueuse olfactive, elle a réceptionné l'information électrique, c'est les bulbes olfactifs, en fait, qui vont se charger d'analyser tout ça. Et pour te donner une idée, le bulbe olfactif, ça représente à peu près 1/3 de la masse cérébrale du chien. Donc c'est quand même énorme. Ah oui, 1/3, ok. Est-ce que ça se développe, ces capacités olfactives, justement? Est-ce que c'est quelque chose qui est inné, le chien naît avec telle ou telle capacité, ou est-ce que on peut espérer que ça évolue dans sa vie? Le chien est né avec la capacité de percevoir et de traiter les informations olfactives, mais forcément, c'est comme tout, il peut s'améliorer,
et améliorer ses capacités olfactives en pratiquant tout simplement, avec l'expérience. Comment on peut favoriser le développement de ses capacités olfactives chez le chien? Je sais que je prends un chiot, je sais que je veux faire du mind training avec lui plus tard. Est-ce que je peux faire des choses pour faire en sorte que il développe ses compétences? En fait, je sais qu'il y a des programmes d'élevage de sensorialité précoce que les éleveurs peuvent faire pour améliorer les capacités olfactives des chiots, notamment en leur faisant sentir des odeurs spécifiques. Tu vois, en fait, ils les stimulent, ils les exposent à des stimuli odorants quelques secondes par jour, et en fait, ça développe leur capacité olfactive. Et tu vois, quand je me renseignais pour mon futur chiot dalmatien, j'ai découvert un élevage, en fait, qui se situe dans le 77. C'est l'élevage du coffre à rêve, donc qui élève des dalmatiens et des petits beagles. Et en fait, cette éleveuse, elle a un super programme de stimulation neurologique précoce, neurologique et olfactif précoce, donc entre le 3e et le 16e jour de vie des chiots. Et donc du coup, elle expose les chiots à différents stimuli olfactifs afin de stimuler l'odorat des chiots et d'avoir un développement optimal. C'est super chouette, j'avais jamais entendu parler de ça. Est-ce que toi, en ostéopathie, t'interviens de façon plus ou moins directe sur ce sens-là? Alors du coup, j'ai pas totalement fini ma formation, mais c'est vrai que de par certaines techniques crâniennes qui agissent sur le cerveau et du coup sur les aires olfactives, on peut avoir un impact effectivement sur l'olfaction. Il faut savoir que la truffe du chien est mobilisée par différents muscles sur lesquels nous on peut avoir une action. Est-ce que t'as 2-3 mots à nous dire sur l'ostéo en général en lien avec la pratique du mind training? Oui. Bah par exemple, c'est important d'avoir un suivi régulier en ostéopathie, de par le fait que le chien est dans un harnais de traction, donc il y a différents points de pression qui peuvent s'exercer. Même si le harnais est adapté, c'est important d'avoir un suivi, parce que c'est quand même un sport où le chien va avoir un effort physique à faire. Et puis un chien qui est bien dans son corps, c'est un chien qui sera performant au travail. Bah du coup, je suppose que ça peut être une bonne idée, si on a l'intention de pratiquer du mind training, de poser des questions à son ostéopathe pour le choix du harnais. Oui, carrément, parce qu'il sera conseillé. Parce que tu vois, par exemple, un harnais trop long ou trop grand, il pourra remonter un peu sur la trachée et ça pourra gêner la respiration. Donc en fait, l'ostéopathe, il pourra conseiller au mieux sur les formes, sur les types de harnais par rapport à la taille, notamment, qui sera le plus adapté à votre chien. Ouais, et puis voir le harnais en place sur le chien, vérifier effectivement que ça gêne pas du tout. Exactement, parce que juste poser sur le chien, et lorsque le chien est en traction, ça a des forces différentes au niveau du corps, et du coup c'est intéressant de voir s'il y a des différents points de tension ou non. Ouais, donc c'est bien à noter si vous avez pas encore choisi votre matériel. Bon bah merci beaucoup pour toutes ces informations intéressantes sur le nez du chien. Alors toi, tu es donc en fin de formation en ostéopathie et en fin de formation coach mind training, donc pour l'instant on peut pas encore pister avec toi, c'est pour bientôt? Pour bientôt, oui. En attendant que tu nous dévoiles ton nom, ton lieu d'exercice et tes dates, on peut peut-être envoyer les gens sur le site de Karine, donc Harmony Dog, pour qu'ils puissent te contacter quand tu seras formé. Est-ce que c'est ok pour toi? Exactement. Ça marche. Toutes mes infos seront disponibles après ma validation. Ok. Bon, je vous remets donc le lien en barre d'information en bas de cet épisode. Merci encore de nous avoir accordé ton précieux temps en cette fin d'année qui doit être bien chargée pour toi. Et je te dis à bientôt. À bientôt en piste alors. C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi pour en faire profiter tes amis et nous aider à faire connaître notre travail et cette discipline passionnante. Tu peux aussi nous donner un coup de pouce en nous laissant une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. N'hésite pas à nous envoyer tes questions sur le site Mind Training Addict. Je te laisse le lien en description de cette émission ou directement en commentaire sur ta plateforme d'écoute. Nous essaierons d'y répondre dans un prochain épisode. On se retrouve dans un mois en compagnie de Karine Belleville qui viendra nous parler d'Hans le Malin. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. N'hésite pas à t'abonner pour être sûr de ne pas le rater. À bientôt!